Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble, comme son nom l'indique. Eh bien, on va préparer notre semaine de trading la semaine prochaine, regarder un petit peu la tendance, les niveaux que je surveille, les plans pour lundi, quelques opportunités forex, actions. Et voilà un peu le contexte macroéconomique qui pèse en ce moment, encore une fois, avec la Fed, toute cette histoire de taux, etc. On a eu des chiffres du chômage qui est au plus bas depuis 50 ans, qui n'encourage pas la Fed à réduire son intention d'être toujours aussi dur, entre guillemets, sévère, avec plusieurs hausses de taux qui ont déjà eu lieu et qui sont prévues pour les prochaines réunions. Il y a eu un espoir en début de semaine dernière d'une Fed peut-être plus clémente, plus cool, on va dire, qui a permis un rebond qui n'était donc autre qu'un rebond technique sur des grosses zones. C'est reparti à la baisse, on n'a pas tout perdu, mais quasiment. Regardez, quand on regarde le Dow Jones, on a quasiment perdu l'ensemble du rebond de lundi, mardi. Voilà, l'actualité, c'est toujours la même chose. C'est une Fed dure, ça ne plaît pas au marché. Pourquoi ? Parce que ça fait monter aussi d'autres classes d'actifs comme les taux, les obligations, etc., etc. Et ça offre d'autres opportunités aux grosses mains et ça fait mécaniquement baisser le marché action. Pour faire vraiment très très simple, c'est un peu le mécanisme. Voilà pourquoi on dit qu'une hausse de taux n'est pas toujours appréciée. Et la question, c'était est-ce que l'économie américaine est toujours aussi solide ? Est-ce qu'elle est capable d'assumer plusieurs hausses de taux encore dans les prochaines semaines, mois à venir ? Et du coup, avec un taux de chômage extrêmement bas et beaucoup plus de création d'emplois, vous l'avez vu pour les NFP, avec un petit bémol qui était le salaire moyen qui a moins monté que prévu. Mais en tout cas, plus de création d'emplois, moins de chômage égale solidité de l'économie américaine, égale le fait qu'il reste toujours aussi hawkish, comme on dit. Et du coup, ça n'a pas plu au marché qui a littéralement dégueulé vendredi avec des grosses baisses. Regardez le Nasdaq, c'est quand même impressionnant, qui a perdu quasiment l'intégralité de son rebond. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine ? Bon, moi, je regarde toujours deux choses. Je regarde toujours les taux à 10 ans, les taux court terme américains, qui sont un petit peu corrélés avec le marché, qui plus est en ce moment, là où c'est un peu l'actualité. On va avoir des taux qui viennent de casser les 61,8 de leur petite consolidation et qui pourraient retourner autour des 4%. Et ça, c'est pas bon pour le marché. Donc là, on a une première source de pression vendeuse du côté du marché action. Et le dollar, bien sûr, qui avait corrigé depuis la semaine précédente, donc qui a apporté un petit bol d'air au marché, qui a déclenché aussi ce rebond technique des indices et qui a parfaitement rebondi sur son plus haut précédent et qui repart à la hausse. Donc voilà, dollar en hausse, taux en hausse, pas bon pour le marché. Et la semaine prochaine, on aura pas mal de news importantes. Alors lundi, ce sera plutôt tranquille, même si on a deux membres du FOMC, donc la Fed, qui parleront à 17h30 et 18h. On aura Christine Lagarde qui parlera de la BCE, bien sûr, à 15h30 mardi, très très important. Le PIB au Royaume-Uni, pareil, par rapport au GBP, ceux qui font du Forex, attention, c'est mardi. Les minutes de la Fed à 20h mardi soir, c'est pareil, ça risque de créer de la volatilité, faites attention. C'est le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Donc voilà, même si on est au courant de ce que c'est dit, il y a toujours des petites informations supplémentaires dans les minutes, donc attention. On aura l'inflation aux États-Unis très surveillée mercredi, bien évidemment, puisque toute cette Fed, elle agit pour lutter contre l'inflation et plusieurs membres l'ont dit, on veut retourner à 2% d'inflation, ce qui n'est évidemment pas le cas. On est à 8, 8,5, c'est énorme. Donc très très surveillé. Si on voit que l'inflation a atteint un pic et que ça baisse un peu au niveau de l'inflation, ça pourrait en effet être une bonne nouvelle et encourager la Fed à être plus cool et donc avoir un effet positif pour le marché. Si l'inflation est au même niveau, voire plus élevé que prévu, là, ça serait dramatique. Donc jeudi, 14h30, très très important. Et on aura vendredi les ventes au détail aux États-Unis. Donc vous voyez, on a encore une semaine un petit peu chargée du côté des indices avec toujours les mêmes choses. On va commencer par les indices américains. On va regarder un petit peu notre ami le Standard & Poor's, qui est la référence, qui avait bien rebondi. C'est un lundi et mardi, on avait fait un bel avalement. On aurait pu croire au point bas du moment, à se dire, tiens, ça y est, c'est reparti comme en 14, il faut acheter full action. Moi, dans ma vidéo, je vous ai dit pourquoi pas essayer de construire un portefeuille long terme en achetant un titre ou deux
vraiment quelque chose qui est sur un très très gros niveau, mais restons prudents, attendons que la tendance repasse haussière, ce qui n'était pas le cas, évidemment. On a buté sur la MM20, très très importante, ce qui m'a fait chercher des shorts à partir de mercredi. Et voilà, on a quasiment tout rattrapé au niveau du Standard & Poor's et on revient quasiment sur les 3600 points. Donc ça, c'est pas bon. On va regarder particulièrement le Dow Jones, c'est celui que je trade, il est tatoué ici, là, exactement. Donc voilà, on jugeait la qualité de ce tatouage si vous voulez, mais en tout cas, je l'ai dans la peau. Et du coup, il fallait absolument qu'il repasse au-dessus des 30 000. C'était le dilemme de la semaine dernière. Au-dessus de 30 000, je pouvais penser à ce que le rebond puisse perdurer parce que voilà, c'est un niveau clé, c'est l'ancien point bas, c'est plutôt pas mal. Mais là, on voit que le rebond de la semaine dernière, il a été complètement annihilé en fin de semaine et finalement, ça ressemble à ce qu'on appelle un pullback. C'est-à-dire, je casse un plus bas, je viens me réappuyer dedans pour peut-être faire de nouveaux plus bas. Alors oui, il est proche d'un niveau, un niveau important, qui est cette zone de l'ancien record. Je ne sais pas si vous voyez bien, juste en dessous ici. Ah, regardez, je peux presque le toucher, magnifique. L'ancien record historique d'avant la baisse du Covid, qui avait été déjà une première fois résistance et qui peut faire effet polarité. C'est quasiment ce qu'on a fait en plus bas cette semaine. Donc les indices le savent, les grosses mains le savent. On est sur des niveaux hyper importants qu'il ne faut surtout pas casser. C'est pour ça aussi qu'on a eu un rebond technique en début de semaine dernière. Donc il faudra surveiller ces zones-là. Il faudra faire très très attention parce que si ça pète, alors là c'est catastrophique. Imaginez, scénario du pire, on a une inflation qui est encore plus haute que prévu, des discours de banquiers centraux qui disent non, mais on va être encore plus dur du coup. Bah là, si on casse les plus bas de la semaine dernière, dramatique. On pourrait aller rechercher des niveaux Fibo. Si on prend tout le rebond ici, ce Fibonacci très très important, il y a le 50%. Qui est un peu aimant, 27 000 points, et pourquoi pas imaginer le 61,8, les 24 800. Bon, ça c'est un scénario extrêmement dramatique, mais il faudra surveiller ça quand même, parce que ça peut casser. Donc il faudra surveiller ça. Et moi, je n'achèterai pas ce marché tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la MM20. C'est-à-dire que tant qu'on est sous les 30 400 points, je cherche que des ventes sur rebond, et éventuellement, scénario du plus, inflation un petit peu en baisse, ça finit par repasser au-dessus du plus haut précédent. Excusez-moi, j'ai un message très important, c'est quasiment dans le direct. Voilà. Si on repasse au-dessus, là oui. Là, effectivement, on formerait un espèce de W. Peut-être qu'on va aller, ça c'est un scénario, encore une fois, on est là pour ça. On n'est pas là pour deviner, mais on va rechercher les plus bas, ça tient, puis finalement ça rebondit et on valide un W. Là, je dis OK, au-dessus de 30 400 points, d'accord, on peut chercher des achats. Mais là, pas pour l'instant. Regardez, mon plan pour justement la semaine prochaine. Alors déjà, pourquoi je cherchais des ventes? C'est important pour que vous puissiez comprendre. Il y avait la MM20 daily qui ne passait pas et on a eu cette magnifique divergence 4 heures qui a fait son objectif. Donc je vous l'ai présenté, vous savez, on fait les LNDJ tous les matins. Elle a été validée sur la bougie de jeudi à 8h du matin, donc celle qui s'est clôturée à midi. Et donc c'est pour ça que j'ai cherché des ventes jeudi, vendredi. Du coup, si on prend tout le rebond technique, regardez comme c'est beau, Fibonacci, sur quoi on s'arrête et sur quoi on fait un petit marteau qui dit hop là, la baisse tranquille, on va se calmer. Pile poil, il vient sauver pile poil le 61,8 de tout le rebond technique. Donc Fibonacci, hyper important à mettre dans votre trading. Donc là, qu'est-ce que je vais surveiller évidemment pour la journée de lundi et pour la semaine prochaine? Bon, en gros, tant qu'il est sous les 30 400, 30 450, je ferai que des ventes. C'est-à-dire qu'il peut rebondir un chouïa, venir se réappuyer sur ses anciens points bas, casser l'ancien bas de range, hop, revenir tester les 30 000 points, même en exagérant un petit peu. Très bon point d'entrée pour tenter une vente sur un rebond technique. Ok, surtout pas d'achat. Encore une fois, moi j'achèterai que à partir du moment où le marché pète les 30 400 points. Scénario numéro 2, c'est on a clôturé, on va dire, autour des 61,8, mais il y a zéro rebond et finalement on passe en dessous, on casse les plus bas de vendredi. Ah bah là, forte probabilité d'aller chercher les 100% et de retourner sur les plus bas, 28 600, 650. Donc du coup, mon plan, il est prêt. Voilà, il est déjà prêt pour lundi. Ça va être chercher des ventes en priorité parce que le flux, il est baissier. Idéalement, une petite vente sur rebond technique au plus proche des 29 900, un petit peu sous les 30 000 points, sur un signal, une petite divergence baissière M15, un petit avalement, quelque chose comme ça. Casse les plus bas de vendredi, je continue à chercher des ventes sur des cassures d'OPR, genre de choses, pour aller chercher les 28 600. Et un achat uniquement si à un moment donné, le rebond se met en place, se poursuit et qu'on casse par le haut les 30 450. Trend is your friend. Voilà, donc attention.
Donc vous voyez, mon plan, il est déjà fait pour lundi et la semaine prochaine. Du coup, par rapport au DAX, pour finir sur les indices, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que on a une bougie un peu poussive en hebdo. Au début de semaine, on faisait un putain d'avalement et on aurait pu se dire ça y est, c'est le point bas très long terme et il faut payer des actions comme un goré. Donc lundi, avalement, confirmé mardi. Mais finalement, on a déjà tout perdu quasiment la moitié. Et on est toujours dans cette tendance baissière. Je traite beaucoup moins le DAX. Le DAX, il fait évidemment comme les indices américains, c'est le copier-coller. Regardez, divergence identique, divergence baissière qui a déjà fait pratiquement son objectif. Et donc, c'est un peu le même plan sur le DAX. C'est-à-dire, je ne vais pas m'amuser à 8 heures d'essayer d'acheter le futur DAX. On va laisser un petit peu la séance se faire. Si on finit par péter le 61,8 qui n'est pas encore cassé du côté du DAX, eh bien, on a un 61,8 tout 100% avec une cassure des 12 180 pour aller chercher les plus bas qui se tentent. Si on a un retest de cette zone qui a déjà été polarité, qui a été résistance, puis support, eh bien, si on a un retest de cette zone avec un signal, eh bien, on pourra vendre les 12 400 pullbackés. Et puis, pas d'achat pour ma part, avant qu'il s'extrait des plus hauts de la semaine dernière et qu'il pète les 12 700 points. Donc, voilà pour moi, encore une fois, plutôt des ventes, comme je le répète depuis plusieurs semaines, avec une vente sur pullback dans la zone polarité 400, une vente cassure 61,8 et éventuellement des achats, mais uniquement si on fait des doubles bottom en daily et qu'on va péter les plus hauts, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Si on regarde un petit peu le pétrole, donc bravo à ceux qui ont travaillé cette vague de Wolf fabuleuse sur le pétrole, on l'avait vu. Regardez, c'est magnifique. Les vagues de Wolf, c'est quand même un truc de fou. Il faut que vous appreniez ça. Elle est magnifique, on l'avait vu. Alors je vais juste, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vague de Wolf, 3 points qui sont alignés à la baisse, 1.5 qui dépasse et qui réintègre, 2 points hauts qui sont les points 2 et 4 et 1.4 entre 1 et 2. Voilà les règles d'une vague de Wolf et on vient quasiment de défoncer l'objectif. Donc magnifique, bravo à ceux qui l'ont prise. J'ai reçu beaucoup de messages privés ce week-end. Merci Romain pour le pétrole, etc. Ça fait plaisir. En plus, on avait le petit W qui va bien tout en bas en 4 heures qui a même été magie d'analyse technique validé trop back et qui fait son TP derrière. Superbe. Là désormais du côté du pétrole, on a eu l'OPEP+ qui a réduit sa production de 2 millions de barils par jour, ce qui a booster le pétrole, bien évidemment. On retourne sur les 92 $. Là, pour le coup, faut rester à l'achat, faut continuer à payer. On est repassé, on est toujours, attention, dans un flux légèrement baissier parce qu'on est des moyennes mobiles courtes et sous les grosses, mais on est de nouveau passé au-dessus. Voilà, là, si on n'est pas dans le pétrole, qu'est-ce qu'on surveille? On surveille les 96. Et du coup, si ça pète ce niveau-là, eh bien, il faut continuer à acheter. Pourquoi pas pour envisager de retourner chercher les plus hauts et ou en tout cas le 61,8 de Fibo, les 102. Donc toujours plutôt à l'achat sur le pétrole. À plus court terme, une petite respiration serait quand même la bienvenue. Si on voulait bien nous faire un petit pullback sur les plus hauts cassés, par ici, qui est une belle zone qui a été résistance, si on peut venir nous rechercher les 89, 90 pour trouver un point d'entrée là-dedans, ça peut être cool aussi. Donc je vais surveiller aussi ça pour la semaine prochaine, un petit repli là-dedans pour éventuellement un petit achat autour des 89. Du côté du gold, c'est plus triste. Évidemment, le gold coté en dollars, il dégueule. On avait un plan à l'achat et un plan à la vente pour les abonnés livestream. On a une espèce de double top 1 heure qui s'est validé, qui a même été trop backé. Regardez comme c'est beau. Validation du double top, pullback dans la ligne de coup. On repart à la baisse. Donc voilà, ça craint. Ça craint pour l'instant. Il est toujours en tendance très baissière. Il échoue sur la 50. Il y a cette zone de ancien support qui fait résistance. Moi, j'attends 1600 pour faire un gros achat sur le pétrole. Je vous l'avais dit, la grosse zone en bleu ici, qui est une zone weekly assez importante, polarité potentielle qui a été résistance support. Donc, j'attends ça. Malheureusement, pour le pétrole, même si au final, on s'en fout que ça baisse ou pas, mais je pense qu'on va y aller. Et du coup, je cherche plutôt des ventes sur le pétrole, sur le gold, je vais y arriver, pardon. Plutôt là-dessus, des ventes. Si en plus on pouvait continuer la baisse et éventuellement les plus frileux attendront carrément qu'on casse les 61,8 de tout le rebond technique. Mais bon, ça fait un manque à gagner. Il y a sûrement moyen de rentrer plus tôt. Pas bon au niveau du gold. Attention à l'inflation mercredi qui pourrait tout changer. Du côté du FOFO, les amis, il y a quelques paires que je surveille en priorité. L'euro-dollar, bien sûr, la star des paires de Forex. Regardez comme il est beau ce canal. Regardez comme il est beau. Franchement, c'est presque aussi beau qu'une belle vidéo de chez Jackie et Michel. C'est magnifique. Résistance, support. Il a encore fait son job pour la semaine en question. Et c'est cool parce qu'on a eu un beau petit signal sympa. On a eu un petit double top du Seigneur. On va
très certainement continuer la baisse et aller chercher le bas du canal. Je vais surveiller pour essayer de choper ça, le 61,8 de la dernière vague de rebond. Et donc, je vendrai l'euro-dollar si on casse les 0,97 pour aller chercher le bas du canal. Regardez le petit signal. Alors, c'était pas non plus aux petits oignons. Je veux dire, on n'a pas eu le double top du Seigneur, mais on a eu quand même un plus haut, plus bas que le précédent sur ce bas de canal. Et notre plan, c'était de vendre la cassure des 0,9850. Voilà, vous n'êtes pas dedans, eh bien, on va attendre pour prendre une vente. La cassure du 61,8 0,9713. Comme d'habitude, petit stop un peu au-dessus du 50%. TP, le bas de canal, ça fait un ratio de 3 voire 4. C'est magnifique. Donc plutôt à la vente sur l'euro-dollar. Pourquoi? Parce qu'on a un dollar en pleine bourse. Je vous l'ai montré en début de vidéo. Dollar qui monte égale euro-dollar qui baisse. À l'inverse, on a le dollar CHF, pardon, qui est là, qui est bien orienté. Il était sorti de cette espèce de gros canal dégueulasse. Il a essayé de faire un pullback. Il a un peu exagéré. Il est reparti à la hausse. Il a recorrigé, retesté. Il a recassé ses plus hauts. Donc là, je cherche à acheter l'USD CHF. J'aime bien la cassure du plus haut ici qui m'intéresse beaucoup. Et on a un plan un peu plus court terme qui va être de surveiller peut-être un petit repli sur l'espèce de drapeau qu'on a là qui est un peu dégueu vers les 0,99. Ce serait pas mal. On peut aussi tracer une petite oblique si on prend tous les tops là ici. Voilà. Si on peut revenir tester cette petite oblique, ce serait pas mal aussi. Donc je vais essayer d'acheter sur repli au plus proche des 0,99 pour avoir un bon point d'entrée, pour essayer de continuer à payer l'USD CHF. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'USD Yen aussi qui est dans un superbe triangle ascendant. Rappelez-vous de ce triangle ascendant que je vous avais présenté. C'était fin janvier, début février. On n'y croyait pas beaucoup. On se disait, bah putain, c'est déjà très très haut. Ouais, mais bon, triangle ascendant, tu sais, c'est figure de continuation. Ouais, mais c'est déjà très haut. Bah regardez, depuis, il a explosé. Et on a la même figure. Et ce qui m'intéresse, c'est quand je passe en mensuel. Regardez, pour l'instant, on est sur un niveau mensuel ici. Je prends les clôtures toujours, qu'on est en train de chatouiller. Le prochain, c'est juste un petit peu plus haut. C'est juste sous les 160, c'est 158, 600. Et regardez si je reviens de nouveau sur mon triangle. Regardez, si je prends, vous allez voir la magie de l'analyse technique, c'est juste fabuleux. Si je prends la hauteur de ce que j'appelle le mât, donc c'est la hauteur précédant le triangle, et que je le colle au niveau du triangle, ça nous donne quasiment pile poil. Et j'ai dû me tromper, j'ai pas pris la bonne hauteur, pardon. Voilà. Effet un peu raté, mais peu importe. Regardez, boum, pile poil, la même hauteur. Donc j'achèterai très certainement. On va le laisser bien sortir du triangle. Essayer de choper le petit throwback pour aller chercher les 158 600. Très très bon point d'entrée dans une paire en tendance haussière. On a une autre opportunité qui est intéressante, c'est l'euro GBP, mais on a des gros chiffres sur le GBP mardi, donc attention, mais c'est une très très belle zone qui est intéressante à surveiller. Et il y en avait une dernière qui me plaisait pas mal. C'était l'euro AUD, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. L'euro AUD qui est dans une zone, un espèce de gros W qu'on voit mieux, peut-être même en hebdomadaire, qui est dans une grosse zone de résistance. S'il arrive à péter ça, s'extraire, venir faire le petit throwback, eh bien, je tenterai d'acheter sur confirmation du throwback avec le stop sous le throwback pour aller chercher la hauteur de la figure. Voilà pour le Forex. Du côté des actions, donc bon, on accumule quelques actions, j'en ai pris 2. Bon, à voir, évidemment, on était obligé avec les séances de lundi, mardi de constituer un portefeuille un peu long terme au cas où c'était le point bas. Donc j'ai pris du Sanofi dans lequel je suis en très léger gain dans cette très belle zone de polarité. Et j'ai pris aussi du Alstom, je suis à peu près au prix, qui est sur un très gros niveau. Bon, celle-là, j'y crois un peu moins maintenant, mais elle est quand même dans une très très belle zone. J'ai pas été trop agressif parce que voilà, ça sentait un peu le fake, donc j'ai été un petit peu prudent. Il y a quelques actions que je surveille, mais qui sont pour l'instant en PLS. On avait Snap toujours avec cette divergence haussière. Il y avait Boeing qui était quand même sur une divergence haussière qui a été validée. Il y avait quoi? Il y avait Microsoft aussi qui était plutôt cool. Mais toutes ces actions, heureusement que je ne les ai pas achetées parce qu'elles se sont faites éclater jeudi, vendredi. Il y avait Mastercard avec une très belle zone de support et une vague de Wolf. Donc voilà, attention, c'est peut-être un peu trop tôt d'acheter des actions. Effectivement, si c'était le point bas, on aurait gagné beaucoup si on avait acheté 15 titres. Mais le problème, c'est que si c'était un fake, comme ce qui est le cas, bah, tu te fais éclater. Donc, vaut mieux attendre que la tendance, elle repasse haussière, acheter des titres un petit peu plus tard, peut-être les acheter un peu plus haut, parce que forcément, si tu attends que les indices repassent en tendance haussière, tu as un manque à gagner, mais au moins, tu es dans la tendance. Donc, il y a quand même quelques actions que je surveille en short. Il y avait LVMH
Si jamais ça finit par péter les 61,8 pour aller chercher les 100% si la baisse continue du côté des actions. Et Sodexo, mais qui me fait moins plaisir. Il y avait un beau double bottom, mais bon, on l'a jamais vraiment trop validé. Donc voilà, on est un peu éloigné des actions, c'est vrai. J'en fais moins. Mon activité, c'est 99% de day trading, 80% d'indices américains, 10% de Forex et 10% de DAX. Voilà, je m'éclate, je suis à l'aise, je sais ce que je fais, j'ai pas de position la nuit, mes positions elles durent quelques minutes, toujours des ratios de 2-3, ça me va bien. J'ai mon équilibre comme ça. Alors non, je regarde pas Carl Nedord, non, je regarde pas le market, je sais pas quoi, non, je trade pas Ishimoku. Peut-être que je pourrais améliorer mes entrées, mes sorties, mais en même temps, j'ai quelque chose qui me convient, quelque chose qui me satisfait. Mon objectif, c'est de faire 1% par semaine. Je sais que sur un petit capital, ça ne paraît pas beaucoup, mais quand vous avez 100 000, 200 000 $, même si c'est avec une propre firme, faites le calcul. Aujourd'hui, si tout va bien du côté de mon MyForex Fund, qui est sur la fin de l'étape 2, je devrais avoir 1 million de dollars sous gestion. 1 million de dollars sous gestion, 1% par semaine, ça fait 10 000 $. Donc c'est très bien. Donc vaut mieux apprendre à faire correctement 1%, puis derrière obtenir du capital sur les propres firmes, puis pouvoir faire de la perf, que d'essayer de faire x3 sur son compte depuis son téléphone. Donc formez-vous, vous avez l'école de trading Livestream Trader qui est là à votre disposition avec 4 heures de live tous les jours, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, des trades en direct, de la formation, du coaching, vous n'êtes plus tout seul devant l'écran, une communauté géniale qui est là pour vous encadrer, répondre à vos questions, vous assister, être là vraiment quand vous en avez besoin, de la formation, de la théorie, vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous avez vraiment un programme de formation qui est étalé sur plusieurs semaines, plusieurs mois même, j'ai envie de vous dire, qui vous permet d'y aller étape par étape dans un objectif, obtenir du capital et apprendre à faire 1% par semaine. Donc tous les liens sont dans la description de la vidéo. Rejoignez-nous. Je reviens sur le Bitcoin pour terminer cette émission. Bitcoin qui est complètement amorphe. Même ma grand-mère, elle a plus de jus. La pauvre, non, elle est encore là, hein, mais elles sont encore là toutes les deux d'ailleurs. Mais pensez à elle, quoi qu'il en soit. Mireille, voilà. On l'appelait d'ailleurs à l'époque, je me souviens quand on faisait du scalping et qu'on avait un trade qui partait dans le mauvais sens, on l'appelait et on lui demandait si elle voulait nous donner la chatte à Mireille. À force à jouer le jeu, ah tu m'appelles encore pour donner la chatte à Mireille. Donc bref, je lui dédicace cette vidéo aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on a toujours cette zone de l'ancien top qui tient, qui bloque 19 000 qui. C'est le support ultime, c'est le plancher. Il faut surtout pas que ça casse. On est peut-être en train de former un W. Force est de constater que ça tient quand même depuis quelques mois. Mais bon, c'est pas encore la reprise qu'on veut. Donc tant qu'il est sous 25 000, moi, je n'achète pas de nouveau Bitcoin. Je reste sur une conviction baissière et je pense qu'il ira chercher les 10 000 minimum. Mais force est de constater que cette zone, elle tient. Bon, pour l'instant, on s'emmerde avec les crypto-monnaies. C'est comme ça. Il faut patienter. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon dimanche après-midi, dimanche soir. Et je vous donne rendez-vous demain pour les membres de l'école Livestream Trader pour le Morning Live en espérant avoir une superbe semaine de trading. Ciao à tous. Bye bye.